d'un côté et ceux qui sont par génie génétique, ça n'a aucune valeur sur le plan scientifique, vous le savez, puisque ça s'appuie sur une différence de méthode et non de résultat. Alors, par quel biais devrait-on prendre, n'est-ce pas, la précaution sanitaire si, comme il nous l'a dit toujours à propos des plantes, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence de constituant entre un maïs génétiquement modifié et un autre, n'est-ce pas, comme aux autres plantes. Alors comment prendre cela alors qu'on en fait, alors que, comme vous le savez, on en fait une question de principe dans les décisions, notamment du comité économique et éthique. Mais cher monsieur, quelle est votre question? Parce que là, vous soulevez une problématique tellement large qu'on va y être demain matin. Bon, quelle est la question? Sur le deuxième aspect, je peux répondre, mais le premier, je n'ai pas très bien compris. Le deuxième aspect, oui. Oui, alors, autrement dit, pour un comité de ce type, qui doit décider de sa composition, n'est-ce pas? Et quelle répartition doit-on donner? Étant donné que, bon, les professionnels sont partis. Voilà la question, on va le connaître. La seconde, c'est, bon, le consensus scientifique, sur quelle base doit-on prendre pour définir ce qu'on appelle sans doute d'une manière parfaite, organique génétiquement modifiée, parce que tous les plans le sont quand elles évoluent, semble-t-il. Sur votre deuxième point, il y a peut-être un consensus scientifique au sein de l'Académie de médecine, mais au-delà de l'Académie de médecine, le consensus se rompt. Et certains pensent effectivement qu'il y a entre OGM et non-OGM une équivalence en substance, d'autres nient fermement ce postulat. Il se trouve qu'au plan européen, depuis les années 90, on est effectivement dans une logique où on considère qu'il y a une différence entre les OGM et leurs apparentés non-OGM. À tort, à raison, moi je ne suis pas scientifique, je ne peux pas me prononcer sur la question. Ce qu'on constate simplement, c'est que toute l'Europe est partie sur ce postulat-là, et que c'est ce qui justifie en partie l'existence du HCB. Voilà. Sur le premier point, qui doit composer le CES? C'est le législateur. Donc le législateur, voilà, il a composé, il a en tout cas fixé l'architecture générale de la composition, puis ensuite les ministères se sont organisés pour effectivement composer selon ce schéma général. Où est votre interrogation? C'est que les professionnels de l'agriculture et de la recherche ont quitté, vous l'avez rappelé, le HCB, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire entendre. D'accord. Voilà, c'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi ont-ils quitté? C'est ça la question? Oui, est-ce que la composition elle-même ne les obligeait pas à quitter? Ah d'accord, ça y est, je comprends mieux votre question, pardon. Oui, évidemment. C'est effectivement leur argument. L'argument des démissionnaires et particulièrement de la FLSEA est de dire que le comité a été mal composé et qu'il est déséquilibré en faveur des associations de protection de l'environnement. Je n'ai pas théoriquement à me prononcer sur ce point. Le législateur avait fait son choix, puis ensuite, et de manière souveraine. Ce que je peux simplement vous livrer comme élément d'information, c'est que le président de ce comité, en l'occurrence moi, est assisté d'un vice-président qui est élu parmi ses membres à la majorité simple. Or, lorsqu'il s'est agi d'élire mon vice-président, il y a eu 13 voix contre 13. D'accord ? L'un des vice-présidents potentiels était un représentant de France Nature Environnement, tandis que l'autre était un représentant des entreprises du médicament. C'est vous dire si la composition était a priori assez bien faite. Après, je crois qu'il faut insister sur des questions. D'abord, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est un élément clé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de ce comité ? On en attend, on vient là avec l'idée de rallier les autres à son propre point de vue, et on en part désolé parce qu'on n'a pas réussi à faire bouger les lignes à cet égard. Ça, c'est pas un problème de composition, c'est un problème d'attente de ce que peut donner un comité comme celui-là. Il y a aussi un problème d'investissement dans les travaux. Il y a des gens qui préparent beaucoup leurs dossiers, qui sont extrêmement avisés, qui se font remplacer, qui siègent systématiquement, tandis que d'autres, au contraire, viennent assez peu. Et ça n'est pas un jugement de ma part, mais
c'est un constat, c'est une donnée. Voilà, vous voyez, il faut aussi remettre tout ça dans son contexte. Merci. Monsieur. Bonsoir. J'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce que les différents scientifiques du HCB ou autres organismes se basent sur des données fausses, voire modifiées par certaines grosses sociétés? Et la deuxième question, est-ce que ces grosses sociétés... On n'a pas bien entendu. Est-ce que les données sur lesquelles se basent les avis sont des données fausses? Fausses ou erronées? Bon, ça pourrait bien. Oui. Bon. Et est-ce que les grosses sociétés diverses mettent la pression sur certains scientifiques du HCB ou d'autres organismes? C'est une question que je me suis posée à l'époque sur différents reportages que j'ai pu voir. Madame va prendre ça en dit long sur la défiance que nourrissent aujourd'hui nos concitoyens à l'égard de l'expertise. Écoutez, que répondre à ça? Est-ce que le HCB se fonde pour faire son travail sur des données fausses ou erronées? Cette question me laisse pantoise. Je suis incapable de répondre à cette question parce que elle met en jeu essentiellement une problématique de confiance. D'accord? Et d'une certaine manière, c'est bien un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, dans un domaine qui intéresse la sécurité environnementale et sanitaire, s'en tenir à la confiance des décisionnaires et en particulier des industriels? Je le souhaiterais. Il ne faut pas oublier, je disais tout à l'heure que j'étais juriste, il ne faut pas oublier que mettre à la disposition des comités d'experts de fausses données inventées ou erronées, sont passibles de sanctions pénales extrêmement importantes. D'un autre côté, effectivement, ne soyons pas naïfs, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans d'autres domaines. C'est précisément la raison pour laquelle, sans vouloir faire preuve de défiance à l'égard d'un industriel ou d'un autre, c'est pas mon genre. Je pense qu'un système sain serait celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de dire il n'est pas bon que les industriels soient conduits par la réglementation elle-même. Ce ne sont pas eux qui prennent cette décision, c'est la réglementation qui est construite comme ça, dans tous les domaines, à faire les évaluations eux-mêmes. Il serait beaucoup plus simple de faire en sorte qu'ils abondent un fonds qui permet de financer des études qui soient faites par des gens qui ne sont pas dans un conflit d'intérêts, puisque eux le sont nécessairement, malgré eux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on a été l'objet de pression? En ce qui me concerne, jamais. Merci. Madame, vous avez demandé la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Parlez plus fort. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je n'ai pas l'habitude de parler. Excusez-moi. Plus près, plus près. Plus près. C'est mieux? Merci. Donc, en fait, moi, je vais rebondir sur ce que dit un peu monsieur. C'est que ce qui marque dans toute l'exposition que vous nous présentez, c'est que j'ai du mal à voir, en fait, je dirais, j'ai un souci d'un manque d'impartialité. C'est-à-dire que par rapport aux OGM, on sait des échecs, on sait sans doute des réussites. Nous, sur l'aspect, par exemple, le CBE présente surtout sur la France. Or, par exemple, les OGM, le problème des maïs au Pérou, a montré un échec dans le sens où il y a une baisse de la diversité et de la variabilité des maïs. Mais quelle est votre question là? Ma question, question, pas français des OGM, c'est pas l'objet ce soir. Quelle est votre question? Ma question c'est quel est finalement le suivi ou la traçabilité? Est-ce qu'il y a comment sont faites les études par l'HCBE? Enfin, comment les comités font ces rapprochements pour eux travailler en fait en efficacité par rapport aux expériences bonnes ou négatives qui se sont déjà produites? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis totalement claire. Et ma deuxième question, c'est comment se fait-il effectivement, quand j'entends qu'il y a des désistements, qu'il y a des groupes qui préfèrent partir, quand on voit de plus en plus qu'il y a des chercheurs qui finalement travaillent presque en secret dans leur laboratoire indépendamment ou qui font des études en plus, qui ne devraient peut-être pas faire,
quel budget ils utilisent, je ne sais pas trop, mais et pour mettre en évidence des recherches après, c'est enfin, donc c'est qu'ils ne sont pas libres quelque part. Est-ce qu'il y a une pression qui fait que, oui, qu'il faudrait peut-être des études ou certaines choses. Je ne suis pas dans les laboratoires, donc ça c'est madame qui peut dire pour que justement il y a des chercheurs qui finissent par travailler un peu en solo tout en étant finalement dans un groupe, je m'entends, et qui finissent par faire sortir ou à l'étranger ou en France des études qui vont être des études choc et effectivement qui peuvent penser à réfléchir sur justement la liberté d'expression et d'action. Merci. Bon, alors sur votre première question, oui, bien sûr, le rôle du comité économique, éthique et social, c'est d'aller à la pêche aux informations, et notamment à l'étranger, puisque des mises en culture d'OGM en France, il n'y en a pas eu beaucoup. Aux informations positives ou négatives, c'est-à-dire ce que vous appelez des réussites ou des échecs. Qu'est-ce que ça a donné la culture du soja transgénique en Argentine? Qu'est-ce que ça donne encore aujourd'hui? Quels impacts positifs, quels impacts négatifs? Toute la difficulté, donc ça bien sûr on le fait, toute la difficulté c'est d'arriver à transposer des données acquises dans des pays qui n'ont pas grand-chose à voir avec les nôtres au cas de figure français. C'est-à-dire, remarquer qu'aux États-Unis, dans de nombreux États, la culture de plantes transgéniques tolérantes au Roundup, au glyphosate, a conduit à un certain nombre d'effets pervers qu'il conviendrait de ne pas reproduire en France. Est-ce que ça veut dire que nécessairement il le serait, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou est-ce que ça veut dire au contraire qu'on pourrait tout à fait cultiver en France ces plantes transgéniques d'une manière beaucoup plus intelligente que ne l'ont fait les États-Unis, étant donné que les conditions sont pas du tout les mêmes. C'est très difficile d'arriver à tirer des éléments de décision des données qu'on acquiert à l'étranger. Et du coup, on se retrouve dans une situation assez ambiguë, que certains ont déjà dénoncé, qui est, tant qu'on n'aura pas de mise en culture en France, finalement, on n'aura jamais en main de données qui nous permettront de progresser et de réfléchir intelligemment à ce que sont les impacts socio-économiques. C'est une véritable difficulté qui se joue aussi pour les expérimentations, mais qui est réelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir, mais ça veut dire qu'on réfléchit beaucoup plus dans l'abstrait. C'est un premier point. Deuxième point, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais si l'idée générale quand même, c'est de dire, est-ce qu'il est normal qu'il y ait des chercheurs qui soient conduits à travailler sur la question des OGM, à travailler dans leur labo, dans le secret, en obtenant des financements, etc. La réponse est non, évidemment, c'est pas normal. Évidemment, c'est pas normal. Comment se fait-il qu'ils en arrivent là? Et comment se fait-il qu'ils en arrivent là? Il y a deux solutions, il y a deux réponses possibles. La première, elle consiste à dire qu'ils en arrivent là parce qu'ils ont tenté par tous les moyens d'obtenir les financements publics nécessaires pour faire ces recherches-là dans un cadre, entre guillemets, normal, et qu'ils ne les ont pas obtenus, ou qu'on a tenté d'emblée d'étouffer leur demande parce qu'elle était gênante, elle gênait certains intérêts établis, etc., etc., etc. La deuxième, c'est de dire qu'ils fonctionnent de cette façon-là pour se mettre en avant, faire valoir un intérêt militant, anti-OGM en l'occurrence, etc., etc. Seralini relève-t-il de la première catégorie ou de la deuxième? Personnellement, j'en sais rien. Et je dirais d'une certaine manière, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préside un comité dont l'objectif est de faire en sorte, plutôt je préside un comité qui se situe dans une instance qui doit de toute façon absolument s'interroger sur l'apport de ce type de publication quand elles sortent. Qu'elles aient été publiées dans Nouvel Obs ou seulement dans, je ne sais pas quoi, toxicologie, qu'elles aient donné lieu à une médiatisation à outrance ou pas, peu importe, le rôle premier d'une instance comme le HCB, c'est de respecter cette publication comme toutes les autres et de regarder si oui ou non on peut en tirer des éléments d'information en ce qui concerne la sécurité. Maintenant, le rôle de mon comité plus précisément, c'est peut-être aussi de s'interroger sur comment se fait-il qu'un scientifique soit conduit à procéder de cette façon-là selon une logique du scandale médiatique. Ce qui ne fait pas revoir l'organisation d'un dispositif d'alerte
sanitaire et environnemental. Il ne faudrait pas mieux canaliser les choses, de telle sorte que ce qui s'est produit il y a un mois se reproduise quand même pas, parce qu'on sera d'accord sur le fait que c'est assez délétère et pas véritablement constructif. Je passe sur Amélie. Chacun son tour. Qui a le micro? Allez-y. Bonsoir, Martinez Antonio. J'ai une question à vous poser, c'est concernant un peu l'organigramme de votre instance vis-à-vis de la société. Moi, je suis un organigramme, mais je voudrais savoir, face à des nouvelles technologies qui apparaissent, excusez-moi, je m'approche, face à des nouvelles technologies qui apparaissent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on applique le principe de précaution? Est-ce que ça se passe par des voies judiciaires, et dans ce cas c'est de la jurisprudence? Et quel est votre rôle, quelle est votre position par rapport à ce genre de situation? Est-ce que les juristes vous font confiance? Ou est-ce qu'on vous consulte immédiatement? Ou est-ce qu'on essaie de vous court-circuiter? Voilà, c'est ça ma question. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, donc si je réponds à côté, vous me le dites. Le principe de précaution, c'est pas nous qui l'appliquons, c'est pas une instance consultative qui applique le principe de précaution, ce sont les autorités publiques. Nous, on est là pour éclairer les autorités publiques et c'est à partir de l'éclairage qu'on leur fournit qu'elles décident ou non d'appliquer le principe de précaution. Sachant que, et ça c'est quand même vraiment très important, on ne le dira jamais suffisamment, le principe de précaution, il ne veut pas nécessairement dire interdire au moindre doute. Sous prétexte qu'on n'a pas la preuve de la sécurité des OGM, de toute façon on ne l'aura jamais, c'est pas comme ça que les choses se jouent, il faudrait maintenir l'embargo sur les OGM. Non, c'est pas ça le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est faire autant de recherche et d'expertise que nécessaire pour éviter effectivement que les risques sanitaires et environnementaux ne se réalisent. Merci. Monsieur et puis le professeur Albert Fulfura. Oui, Eric Scougence, bonsoir. J'ai deux questions en fait. La première est liée à l'absence de vote et à la question du consensus. Si on dit, bon, il y a 13 voix minoritaires et il y en a 14 majoritaires, on peut pousser ce raisonnement jusqu'à l'extrême en disant il y a une voix minoritaire et il y a effectivement le reste majoritaire. Et le raisonnement de dire les voix minoritaires restent valables est tout aussi valable dans ce cas-là, à ce moment-là. Donc où est-ce qu'on met le seuil et comment on fonctionne? Parce que du coup, les voix minoritaires, y compris si c'est juste un seul expert, peuvent tout à fait être prises en compte par le décideur public. J'en viens à, du coup, l'autre question, l'autre volet de cette question-là, c'est par rapport à ce que disait William Dab, l'autorité publique décisionnaire a deux options. La première, c'est un peu la position de la Commission par rapport à l'EFSA, c'est d'avoir un instrument d'expertise qu'ils contrôlent quand même pas mal, dans la mesure où c'est eux qui posent des questions, et donc ils cernent un peu l'avis, et donc après ils disent, c'est l'avis qui a dit comme ça, nous on décide en fonction de l'avis, c'est pas moi qui a cassé la machine à vapeur, c'est ma sœur. L'autre attitude, c'est une attitude de dire, on multiplie les avis, et on va à la pêche à la ligne, en disant comme ça, on prend en fait l'expertise qui nous arrange le mieux par rapport à la situation politique, sachant que c'est effectivement une patate chaude, et que donc on a tout à fait intérêt à avoir une multiplicité d'avis pour pouvoir choisir un peu ce qu'a fait, comme vous l'avez indiqué, le gouvernement pour la vie MON 810, où il a débuté une étude à l'extérieur du champ de ce que l'HCP avait dit. La deuxième question que j'ai, c'est par rapport à Christine et votre compétence de juriste. La question socio-économique, elle a été soulevée depuis longtemps, notamment dans le cas des OGM. Dans la présidence française en 2000, on avait essayé d'introduire ça dans la législation, dans la négociation de la directive cadre européenne. On n'était pas arrivé. Et donc, c'est vrai qu'au niveau législatif, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour la question de l'expertise socio-économique, notamment au niveau de l'OMC, en dehors des aspects protection des plantes. Ce ne sont pas des questions qui sont autorisées par l'évaluation des risques au titre des accords SPS notamment, et dans la législation communautaire pour ce qui est des OGM, on évalue le risque pour la santé et pour l'environnement, mais il n'est pas prévu dans cette législation, même si les questions environnementales sont un peu larges, il n'est pas prévu d'introduire dans la décision publique une expertise socio-économique. Donc, comment fait-on?
Et quand on a créé le HCB, moi ce que j'ai vu, c'est effectivement un certain nombre de partenaires socio-économiques qui étaient présents dans les ancêtres du HCB, notamment la commission du génie biomoléculaire, ont été virés du conseil scientifique qui traitait de ces questions-là, et ont été, je prends des termes qui sont un peu provocateurs pour faire réagir, ont été un peu parqués dans le comité économique, éthique et social pour éviter justement qu'ils n'interfèrent avec la vie scientifique. C'est pas ce que moi je pensais, mais c'est effectivement ce qu'un certain nombre d'acteurs, notamment au ministère de l'Agriculture, disaient, pas tout à fait ouvertement, mais plutôt implicitement. Et donc effectivement, la question se pose, c'est comment fait-on, alors que la législation ne prévoit pas d'expertise socio-économique, pour l'introduire dans l'expertise qui, elle, est prévue, c'est-à-dire sur les risques sociaux, sur les risques santé et environnement. Bon, sur le premier point, ce n'était pas vraiment une question, je suis entièrement d'accord avec vous. Juste une petite nuance sur ce qui concerne les positions minoritaires. Oui, c'est vrai qu'une position minoritaire au regard de 25 positions qui, elles, vont dans le même sens, ça peut être embêtant, mais c'est quoi l'alternative? C'est de ne pas le mentionner, de ne pas la mentionner dans la recommandation du CES. Nous sommes là pour éclairer le décideur public, il est suffisamment grand pour se rendre compte de l'intérêt que peut représenter une position minoritaire au regard de 25 positions majoritaires. Là où effectivement ça peut être embêtant, c'est s'il excipe de cette unique position minoritaire pour ouvrir le parapluie et se protéger en prenant une décision. Mais ça, encore une fois, moi, ma position est de l'engager à assumer politiquement ses décisions. Je ne vais pas cacher une position minoritaire au prétexte qu'elle pourrait effectivement